Bonjour à tous. Cette nouvelle vidéo d'enseignement de physiologie animale clôture le 5e chapitre consacré à l'étude de la physiologie de la femelle cyclique chez les mammifères, c'est-à-dire de la femelle non gestante. Nous étudierons la physiologie de la femelle gestante au cours du 6e chapitre. Nous avons vu dans la première vidéo du chapitre 5 que les ovaires étaient le siège de la production de follicules, et notamment on a parlé de la phase folliculaire du cycle ovarien. Nous avons vu que les ovaires étaient aussi le siège de la production d'un gamète femelle, l'ovocyte 2, émis lors de l'ovulation. Nous avons vu que les ovaires étaient le siège de la formation d'un corps jaune cyclique qui sera actif au cours de la phase lutéale du cycle ovarien. Nous avons vu que les ovaires étaient également producteurs d'hormones. Ils synthétisent notamment les hormones stéroïdes importantes que sont les estrogènes et la progestérone. Et nous avons vu que les taux sanguins des hormones ovariennes varient au cours du cycle ovarien. Je vous ai expliqué ensuite dans la seconde vidéo du chapitre 5 que le cycle de l'ovaire déterminait le cycle d'organes cibles des hormones ovariennes. Ainsi, le cycle ovarien détermine le cycle de l'utérus ou le cycle de la glaire cervicale ou le cycle du vagin par l'intermédiaire des hormones ovariennes, notamment par l'intermédiaire des stéroïdes ovariens. Dans la troisième vidéo du chapitre 5, je vous ai montré que le cycle ovarien était placé sous le contrôle de deux hormones gonadotropes, la FSH et la LH, sécrétées toutes les deux par les cellules gonadotropes de l'adénohypophyse. Ces deux hormones gonadotropes ont leur sécrétion activée par une neurohormone, la GnRH ou gonadolibérine, qui est libérée par certains neurones de l'hypothalamus et qui parvient aux cellules gonadotropes par l'intermédiaire d'une circulation locale qui est le système porte hypothalamo-adénohypophysaire. Dans cette quatrième et dernière vidéo du chapitre 5, nous allons voir que les hormones ovariennes exercent en retour un contrôle sur l'activité du complexe hypothalamo-adénohypophysaire. C'est-à-dire que les hormones ovariennes exercent des rétrocontrôles sur la sécrétion de GnRH et sur la sécrétion d'hormones gonadotropes. Ainsi, la sécrétion de FSH et de LH est en permanence placée sous un double contrôle, un contrôle activateur par la GnRH d'une part, et des rétrocontrôles exercés par les hormones ovariennes d'autre part. Ces rétrocontrôles sont négatifs pendant l'essentiel du cycle, on verra, pendant la phase folliculaire, pendant la phase lutéale. Mais nous verrons également l'existence d'un rétrocontrôle positif fondamental, celui exercé par les estrogènes juste avant l'ovulation. Je vous parlerai également dans cette vidéo des pilules contraceptives qui sont une application de la connaissance des rétrocontrôles négatifs exercés par les hormones ovariennes sur le complexe hypothalamo-adénohypophysaire. Je vais vous présenter dans un premier temps les rétrocontrôles négatifs. Nous allons voir qu'ils constituent en fait les mécanismes de contrôle des sécrétions toniques de LH et de FSH, et j'évoquerai avec vous les conséquences de ces rétrocontrôles négatifs. Premier point, on va mettre en évidence l'existence d'un rétrocontrôle négatif d'origine ovarienne qui s'exerce pendant la plus grande partie du cycle. Pour cette mise en évidence, nous allons commencer par rappeler ce qui est la sécrétion tonique ou sécrétion basale des gonadotropines, la sécrétion tonique ou sécrétion basale de FSH-LH, qui est ici encadré en bleu sur les variations de taux d'hormones au cours du cycle sexuel féminin. Eh bien, ce sont des sécrétions de FSH-LH maintenues basses, et cette sécrétion est la sécrétion qui est continue pendant l'essentiel du cycle. La sécrétion tonique est donc la sécrétion de base de FSH-LH, et c'est cette sécrétion qui permet le contrôle
des phases folliculaires d'une part et phase lutéale d'autre part. Alors pour la mise en évidence d'un rétrocontrôle négatif d'origine ovarienne, nous allons tout d'abord nous pencher sur les résultats expérimentaux obtenus ici chez la rate après une castration bilatérale, une ovariectomie bilatérale, c'est-à-dire qu'on a supprimé les ovaires ici de la rate, donc plus de production d'hormones ovariennes chez l'animal. Et on a mesuré au cours du temps, ici le temps est exprimé en jours après la castration, les taux sanguins des deux hormones gonadotropes, LH ici en orange et FSH en bleu. Et on observe que suite à la castration, il y a une augmentation des concentrations plasmatiques de FSH et de LH. Donc par la castration, on a enlevé un frein que l'ovaire exerce normalement sur la sécrétion de gonadotrophine. Et vous voyez qu'ici, on n'a plus une sécrétion tonique ou basale de FSH-LH puisqu'on est en train d'augmenter fortement les taux sanguins de ces deux hormones. Deuxième donnée, elle concerne ici des mesures des taux d'hormones chez la femme dans la période de la ménopause. La ménopause étant l'arrêt définitif de l'activité ovarienne. Alors on voit que dans cette période de ménopause, il y a une chute des estrogènes. En effet, l'ovaire étant en train de cesser son activité, il cesse son activité endocrine et ceci explique la chute d'estrogènes. Mais on observe également l'espèce de chassé-croisé entre la chute des estrogènes et au contraire l'augmentation des taux sanguins de FSH et de LH. Donc exactement comme après la castration chez la rate, on peut dire ici qu'à la ménopause, l'arrêt d'activité de l'ovaire se traduit par la levée d'un frein qu'exerçait l'ovaire sur la sécrétion de FSH et de LH. Et nous allons essayer ensemble de déterminer quelles sont les hormones ovariennes qui exercent ce rétrocontrôle négatif et nous allons essayer de voir aussi quels sont les mécanismes qui permettent de freiner les sécrétions de LH et de FSH. Alors, nous allons dans un premier temps nous pencher sur le rétrocontrôle négatif de la sécrétion de LH, donc une des deux gonadotropines. On va démarrer ce paragraphe avec quelques données expérimentales et une première donnée obtenue ici chez la brebis. Alors chez la brebis, on a procédé à une injection d'estradiol permettant l'obtention de concentrations plasmatiques d'estradiol relativement faibles, de l'ordre de quelques picogrammes par millilitre. Et on a mesuré les taux de GnRH dans le système porte, hypothalamo-adéno-hypophysaire, et on a mesuré également les taux sanguins de LH dans la circulation générale. Et on observe que suite à cette injection d'estradiol, marquée par la flèche rouge, on observe très rapidement une diminution de la sécrétion pulsatile de GnRH. Attention, le temps est exprimé en heures, donc on voit les pulses de GnRH. Et cette même injection conduit aussi très rapidement à une diminution de la sécrétion pulsatile de LH. Donc ceci montre que l'estradiol doit probablement exercer un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de LH, probablement par un contrôle de l'activité des neurones AGNRH. Deuxième donnée expérimentale, elle concerne ici la guenon ayant subi une double ovariectomie, c'est-à-dire on lui a enlevé également les deux ovaires, donc plus d'hormones ovariennes, notamment plus d'estrogènes ovariens. Et chez cette guenon castrée, on va entre T0 et T1, attention que le temps est exprimé ici en jours, donc on ne verra pas les sécrétions pulsatiles de LH avec cette échelle de temps. Entre T0 et T1, on va procéder à une perfusion continue d'estradiol afin de maintenir une concentration d'estradiol plasmatique de l'ordre de 60 picogrammes par millilitre, c'est-à-dire une concentration constante d'estradiol, mais une concentration pas très forte, une concentration plutôt moyenne. Et on observe que cette
perfusion continue d'estradiol chez la guenon castrée va réduire fortement le taux plasmatique de LH. Donc toujours la démonstration d'un rôle de l'estradiol à concentration modeste dans le frein, dans l'inhibition de la sécrétion de LH. Alors ceci signifie que les estrogènes doivent probablement agir au niveau du système nerveux central, au niveau du complexe hypothalamo-adéno-hypophysaire. Et on a, par des expériences utilisant des anticorps marqués anti-récepteurs des estrogènes, procédé à des détections, des immunodétections des récepteurs des estrogènes dans le complexe hypothalamo-adéno-hypophysaire. Et ces expériences ont permis de mettre en évidence l'existence de récepteurs aux estrogènes dans l'adéno-hypophyse et plus précisément dans les cellules gonadotropes. Mais on a également mis en évidence l'existence de récepteurs des estrogènes dans des neurones de l'aire préoptique, qui est une zone de l'hypothalamus antérieur, un noyau de l'hypothalamus antérieur, et on a également repéré des récepteurs des estrogènes dans des neurones du noyau arqué. Vous avez ici la localisation de cet autre groupe de neurones. Alors je vous rappelle que l'aire préoptique de l'hypothalamus antérieur ainsi que le noyau arqué contiennent les neurones AGNRH. Voilà ici un neurone AGNRH représenté en bleu dans l'aire préoptique, et vous avez un neurone AGNRH représenté en violet ici dans le noyau arqué. Mais je vous rappelle aussi que dans ces zones de l'hypothalamus, aire préoptique et noyau arqué, se trouvent également les neurones qui contrôlent les neurones AGNRH. Par exemple, les neurones à GABA, ici, dans l'aire préoptique. Je vous rappelle que le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur. On peut également citer les neurones à bêta-endorphine qu'on trouve dans le noyau arqué et qui sont figurés ici en vert. Et puis également les neurones à dopamine ici qu'on trouve aussi dans le noyau arqué. Ces neurones étant des neurones également de contrôle des neurones AGNRH. Alors, après avoir fait ces quelques observations expérimentales et cette détection des récepteurs, nous allons voir comment les estrogènes exercent leur rétrocontrôle négatif. En fait, l'estradiol agit à deux niveaux. Premier niveau d'action, il agit au niveau de l'hypothalamus, et on a pu montrer que l'estradiol diminue la sécrétion de GNRH. Donc l'estradiol ici va freiner la sécrétion de GNRH et il diminue notamment l'amplitude des pulses de GNRH. Notons au passage sur ce schéma qui représente le résumé du contrôle de la phase folliculaire, où est figuré donc l'axe gonadotrope avec GNRH, les cellules gonadotropes et LH ici. Notons que l'estradiol exerce finalement deux grands types d'effets. Il exerce un effet sur les voies génitales, donc un effet périphérique par voie endocrine, et nous avons vu que l'estradiol exerce des effets prolifératifs sur l'endomètre. Rappelez-vous le cycle de l'utérus. L'estradiol exerce aussi un effet sur les glandes du cervix et conduit à des sécrétions à la fois abondantes et filantes de glaire. L'estradiol a un effet sur le myomètre, notamment il est contractile sur le muscle de l'utérus. L'estradiol est prolifératif sur le vagin. Donc tout ça, c'est des effets sur les voies génitales, des effets périphériques, mais l'estradiol, toujours par voie endocrine, est donc capable d'exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, et ce rétrocontrôle ici est mentionné par le signe moins. Alors cet effet de l'estradiol, qui est un effet de diminution de l'amplitude des pulses de GNRH, rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'expérience chez la brebis. On avait vu effectivement que l'injection d'estradiol réduisait l'amplitude des pulses de GNRH. Alors, on pouvait penser que l'estradiol agissait directement dans les neurones AGNRH. En fait, un certain nombre de travaux montrent que l'estradiol agit notamment sur des neurones de l'hypothalamus contrôlant les neurones AGNRH. Et notamment, on a pu montrer que les estrogènes vont se concentrer à l'intérieur
des neurones à GABA de l'hypothalamus, par exemple dans l'aire préoptique, et les estrogènes vont en fait activer les neurones à GABA, et le GABA c'est un neurotransmetteur qui va en fait freiner l'activité des neurones AGNRH. Donc les estrogènes viennent finalement indirectement freiner les neurones AGNRH. La deuxième cible des estrogènes au niveau du système nerveux central, qui est une action tout à fait essentielle, c'est l'effet de l'estradiol sur les cellules gonadotropes. En effet, l'estradiol peut également se concentrer à l'intérieur des cellules gonadotropes, et des expériences ont montré que l'estradiol va diminuer la réponse au GNRH. Donc on va freiner le premier contrôle local des cellules gonadotropes par GNRH, et également on a pu montrer que les estrogènes vont induire une diminution de la transcription des deux sous-unités alpha et bêta de la LH. Donc tout ça pour bien vous rappeler que finalement l'estradiol, qui est la principale hormone produite au cours de la phase folliculaire, exerce un rétrocontrôle sur la sécrétion de GNRH et de LH, ce qui explique finalement les faibles taux de LH pendant la phase folliculaire. Nous allons voir dans ce paragraphe que la progestérone peut exercer aussi un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus. En effet, la progestérone peut conduire aussi à une inhibition de la sécrétion de LH, et donc participer à ce rétrocontrôle négatif de la sécrétion de LH, mais l'effet de la progestérone est moindre que celui que nous venons de voir des estrogènes sur la sécrétion de LH. En fait, la progestérone peut exercer un rétrocontrôle négatif à condition qu'elle soit surtout à forte dose, à forte concentration, et c'est le cas de la phase lutéale. Et je vous ai représenté ici un schéma qui résume le contrôle de la phase lutéale. Donc je vous rappelle que sous commande de l'axe gonadotrope, et notamment du rôle important de la LH, les cellules lutéales du corps jaune cyclique vont produire essentiellement de la progestérone, mais aussi de l'estradiol et de l'inhibine. Et c'est la progestérone qui est responsable des effets majeurs sur les voies génitales. Notamment, la progestérone conduit à une activité sécrétrice de l'endomètre. La progestérone va conduire à un épaississement des sécrétions du mucus cervical. La progestérone est plutôt un frein de la contractibilité du myomètre. Et la progestérone est également responsable de la deuxième partie du cycle vaginal, où les divisions cellulaires s'interrompent et où il y a desquamation. Alors cette progestérone va exercer aussi un effet sur le système nerveux central. La progestérone va également exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, et cette action de la progestérone est aussi une action indirecte sur les neurones AGNRH. En effet, il a été montré que la progestérone diminue la fréquence des pulses de GNRH. Tout à l'heure, les estrogènes, c'était plutôt une diminution de l'amplitude des pulses de GNRH. Et donc, en diminuant la fréquence des pulses de GNRH, et bien, du coup, ceci conduit à une diminution de la sécrétion de LH. Et cette action de la progestérone passe en fait par des neurones associés ou contrôlant les neurones à GNRH, qui sont notamment les neurones à bêta-endorphine, qui sont des neurones à opiacés, qui sont représentés ici en vert, et ces neurones à opiacés, présents dans le noyau arqué, libèrent un neurotransmetteur, donc la bêta-endorphine, et cette bêta-endorphine va freiner l'activité des neurones à GNRH. Donc là encore, c'est un effet indirect. La progestérone se concentre dans les neurones à bêta-endorphine, qui libèrent de la bêta-endorphine, qui vient freiner les neurones à GNRH, ce qui conduit finalement à diminuer la sécrétion de LH. On a terminé le rétrocontrôle négatif de la sécrétion de LH, et je vais vous parler maintenant du rétrocontrôle négatif qui concerne l'autre hormone gonadotrope, qui est la FSH. Alors l'ovaire exerce aussi un rétrocontrôle inhibiteur sur la sécrétion de FSH par l'intermédiaire de deux types d'hormones. D'une part, par l'intermédiaire des stéroïdes ovariens, c'est-à-dire
estrogène et progestérone, puisque nous avons vu que ces deux stéroïdes ovariens conduisaient à une inhibition des neurones AGNRH, et donc du coup ça va conduire aussi à une diminution de la production de FSH. Mais ces stéroïdes ovariens sont moins efficaces pour diminuer la production de FSH que pour diminuer la production de LH. Et donc l'hormone majeure, l'hormone essentielle qui va exercer ce rétrocontrôle négatif de la sécrétion de FSH est l'inhibine, que j'ai encadré ici en bleu, et je vais vous parler des propriétés de l'inhibine ovarienne. Notamment, on va voir ses propriétés au cours de la phase folliculaire. Nous verrons d'ailleurs que ces propriétés sont tout à fait communes, tout à fait semblables à celles que je vous avais présentées avec l'inhibine sertolienne produite dans le testicule. Première propriété de l'inhibine, la synthèse et la sécrétion d'inhibine par les cellules de la granulosa est activée par la FSH. On avait vu ce point dans la dernière vidéo, et chez le mâle, on avait vu que la FSH stimule aussi la synthèse et la sécrétion d'inhibine par les cellules de Sertoli. Ici, c'est ce qu'on pourrait appeler le contrôle allé, la FSH qui contrôle la production d'inhibine par le follicule. Deuxième propriété de l'inhibine, l'inhibine va en retour diminuer la synthèse et la sécrétion de FSH. Elle exerce donc un rétrocontrôle négatif, qui est un rétrocontrôle très important pour réduire la production de FSH. Des expériences ont montré que l'inhibine diminue la transcription de la sous-unité bêta de la FSH, et je vous rappelle que la sous-unité bêta est la sous-unité spécifique de la FSH, alors que la sous-unité alpha est commune aux hormones gonadotropes. Ici, il s'agit d'un effet endocrine de l'inhibine, et le terme d'inhibine provient justement de cet effet inhibiteur qu'exerce cette hormone sur les cellules gonadotropes. Cette propriété avait également été vue chez le mâle, puisqu'on avait vu aussi que chez le mâle, l'inhibine freinait la synthèse et la sécrétion de FSH par les cellules gonadotropes. Enfin, toujours au cours de la phase folliculaire, toujours au sein du follicule ovarien, notons que l'inhibine exerce aussi des effets locaux. En effet, l'inhibine produite par les cellules de la granulosa va activer la croissance folliculaire au stade du recrutement, exactement comme FSH. Elle est en quelque sorte synergique de FSH dans la croissance folliculaire au stade du recrutement. Il s'agit ici d'un effet autocrine. Toujours dans les effets locaux intra-ovariens, l'inhibine va favoriser la production d'androgènes par les cellules de la thèque interne, exactement comme la LH. On peut dire que la LH et l'inhibine sont en quelque sorte synergiques dans l'accroissement de la production d'androgènes par les cellules de la thèque interne. Il s'agit ici d'une relation paracrine au sein de l'ovaire. Donc l'inhibine finalement exerce un rétrocontrôle négatif, c'est un effet endocrine, mais elle a aussi des effets locaux, des effets autocrines sur les cellules de la granulosa, des effets paracrines sur les cellules de la thèque interne, et exactement comme on l'avait vu au sein du testicule, il existe donc au sein de l'ovaire de véritables réseaux d'interaction locale. Notons que au cours de la phase lutérale, le corps jaune produit non seulement de la progestérone, mais aussi chez la femme de l'estradiol, et le corps jaune produit aussi de l'inhibine, et cette inhibine lutéale va aussi freiner la sécrétion de FSH au cours de la phase lutérale. Donc vous voyez qu'au cours de la phase lutérale, on a un rétrocontrôle exercé par la progestérone, par l'estradiol, qui est aussi produit par le corps jaune, et également par l'inhibine. Après avoir vu les rétrocontrôles négatifs exercés par les hormones ovariennes sur la sécrétion des hormones gonadotropes, je vais vous montrer les conséquences de ces rétrocontrôles négatifs. Ces rétrocontrôles négatifs maintiennent donc pendant l'essentiel du cycle
une production modérée d'hormones gonadotropes. Elles maintiennent donc la sécrétion tonique ou basale de FSH-LH. On avait vu chez le mâle que les hormones testiculaires, testostérone, inhibine, exerçaient aussi un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH-LH, ce qui maintenait constantes les concentrations de ces deux hormones gonadotropes. Mais chez le mâle, les hormones testiculaires étaient constantes et donc les rétrocontrôles négatifs avaient une efficacité constante au cours du cycle. Et du coup, les concentrations en FSH et LH restaient constantes au cours du cycle. Ici, chez la femelle, les choses sont tout à fait différentes parce que les taux sanguins des hormones ovariennes, estradiol, progestérone, inhibine, varient au cours du cycle. Et donc ces variations des taux sanguins d'hormones ovariennes vont se traduire aussi par une efficacité variable de ces rétrocontrôles négatifs exercés par les hormones ovariennes sur les sécrétions d'hormones gonadotropes. Et pour vous montrer l'importance de cette variation d'efficacité des rétrocontrôles négatifs, j'ai choisi de vous montrer 3 conséquences de cette efficacité variable pour 3 périodes différentes du cycle, ici du cycle sexuel féminin. Premier exemple, on va se positionner lors de la seconde moitié de la phase folliculaire. On est chez la femme entre J7 et J14. Pendant cette phase, vous avez une augmentation de la production ovarienne d'estradiol et d'inhibine. En effet, les follicules en croissance terminale produisent de plus en plus d'inhibine, et puis le follicule dominant, celui qui va arriver à terme, va produire des quantités très très importantes d'estradiol. Nous avons vu qu'au cours de la phase folliculaire, l'estradiol exerçait un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, et de même l'inhibine freinait la sécrétion de FSH. Donc l'augmentation de la production par le follicule d'estradiol et d'inhibine se traduit finalement par des rétrocontrôles négatifs exercés par ces deux hormones de plus en plus efficaces. Et cette efficacité croissante de ces rétrocontrôles négatifs va avoir les deux conséquences suivantes. Première conséquence, eh bien, la libération de FSH et de LH va être freinée dans les cellules gonadotropes, et du coup dans la période qui précède l'ovulation, eh bien, ces hormones ne sont pas libérées dans la circulation générale ou peu libérées, mais elles sont stockées dans des vésicules membranaires. Vous avez ici une image obtenue par microscopie électronique à transmission d'une cellule gonadotrope de l'adénohypophyse. Elle est ici en phase préovulatoire, et vous avez un grand nombre de vésicules ici qui sont des vésicules contenant des hormones gonadotropes. Notons également la présence ici par ces pointes de flèche de réticulum endoplasmique rugueux, et ici indiqué par la lettre G de l'appareil de Golgi, qui sont les deux systèmes membranaires impliqués dans la synthèse des hormones gonadotropes. Donc stockage des hormones gonadotropes, et on verra la conséquence un peu plus tard sur la décharge de ces hormones au moment de l'ovulation. La deuxième conséquence d'un rétrocontrôle négatif de plus en plus efficace exercé par les hormones ovariennes, c'est finalement de freiner de plus en plus la sécrétion de FSH, mais aussi de LH. C'est surtout la FSH qui est importante ici dans cette diminution. Pensons justement à l'importance de l'inhibine dans le rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH. Et vous voyez que finalement, bien, on est dans une sécrétion tonique d'hormones gonadotropes, mais pas une sécrétion constante. On est dans une période, vous voyez, où la FSH diminue. Et ce taux de FSH sanguin va progressivement revenir à son niveau minimum au cours de cette seconde semaine de la phase folliculaire. Et du coup, pendant cette seconde semaine, la quantité de FSH devient insuffisante pour permettre le développement complet de tous les follicules recrutés de la cohorte. Et c'est cette diminution de FSH qui explique finalement le phénomène de sélection
et qui explique par exemple chez la femme qu'un seul follicule recruté puisse parvenir à maturation alors que les autres, par insuffisance ici de FSH, seront conduits à l'atrésie. Le deuxième exemple que j'ai choisi de prendre ici concerne la première partie de la phase lutéale. On est toujours ici chez la femme, on est entre J15 et J21 dans la phase où se développe et dans la phase où est maintenu un corps jaune cyclique. Pendant cette phase, les taux sanguins des trois hormones lutéales, la progestérone, l'estradiol et l'inhibine, ces taux sanguins augmentent au cours du développement du corps jaune. Et ces trois hormones, progestérone, estradiol, inhibine, exercent chacune un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-adéno-hypophysaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui a pour conséquence de maintenir basses les concentrations d'hormones gonadotropes. Et vous avez, suite à la période d'ovulation, sur laquelle on reviendra, vous avez, comme tout à l'heure en seconde semaine de phase folliculaire, une diminution des taux sanguins de FSH et de LH. Et on se souvient que ces deux hormones jouent un rôle important dans la folliculogénèse terminale. Et bien ici, par cette diminution, ces taux sanguins assez faibles d'hormones gonadotropes, explique que pendant cette phase, le recrutement ne puisse pas s'effectuer. Rappelez-vous l'importance de la FSH, de la petite montée de FSH dans le phénomène de recrutement. Et donc, ce rétrocontrôle négatif exercé par les hormones lutéales, un rétrocontrôle négatif de plus en plus important, va empêcher notamment le recrutement prématuré de follicules à antrome. J'ai choisi un troisième exemple et une troisième période du cycle féminin. J'ai choisi ici la seconde partie de la phase lutéale. On est ici entre J22 et J28. On va être dans la phase de lutéolyse, de régression du corps jaune cyclique. L'arrêt de l'activité du corps jaune cyclique entraîne une chute brutale des taux sanguins de progestérone, d'estradiol et d'inhibine. Et par conséquent, en fin de cycle, le rétrocontrôle négatif exercé par ces trois hormones lutéales prend progressivement fin. Conséquence, eh bien, ça va activer la sécrétion pulsatile de LH et on avait vu qu'il y avait des différences dans la fréquence des pulses de LH entre les différents moments du cycle. Par exemple ici, le point 3 correspond au milieu de la phase lutéale et on avait une fréquence de pulse de LH assez faible. Ça c'est en raison du rétrocontrôle négatif exercé par les hormones lutéales. Et par contre, si on le compare au point 1 qui est ici repéré en phase folliculaire, au milieu de la phase folliculaire, on a une pulsatilité de LH qui est augmentée, on a une fréquence des pulses qui est plus importante. Et bien, cette augmentation de la fréquence des pulses de LH est en fait une conséquence de la levée des rétrocontrôles négatifs exercés par les hormones lutéales. Donc du coup, bien, en fin de cycle, on va avoir une légère élévation de la LH, mais aussi une légère élévation de la FSH. Et vous vous souvenez, c'est cette remontée progressive de la FSH qui va permettre le recrutement de nouveaux follicules cavitaires. On termine ici avec une application des rétrocontrôles négatifs. Elle concerne les pilules contraceptives combinées. Alors les pilules contraceptives combinées sont des pilules qui contiennent une combinaison de deux hormones stéroïdes de synthèse. D'une part, de l'éthényl-estradiol. L'éthényl-estradiol, c'est de l'estradiol modifié et contrairement aux estrogènes naturels, c'est un estrogène qui est relativement efficace par la voie orale parce qu'il est résistant au métabolisme hépatique. Et puis associé à cet estrogène de synthèse,
un progestatif qui est par exemple le norgestrel. Alors la présence de ces deux stéroïdes à des concentrations constantes au cours de la prise de pilule va freiner la sécrétion d'hormones gonadotropes en exerçant un rétrocontrôle négatif. C'est ce qui est mentionné ici. Le progestatif et les estrogènes freinent la sécrétion de FSH et de LH. La présence d'un progestatif dans ces pilules combinées va permettre aussi d'épaissir la glaire cervicale, ce qui permet un obstacle au franchissement par les spermatozoïdes du filtre que constitue la glaire cervicale. Et puis normalement au cours d'un cycle, il y a d'abord une prolifération de l'endomètre sous l'influence des estrogènes, puis ensuite une sécrétion et une interruption des divisions sous l'influence de la progestérone. Ici on a en permanence les deux hormones ensemble, du coup on n'a plus le cycle de l'endomètre, on va en fait aller en quelque sorte en opposition d'un cycle utérin, et c'est une façon de s'opposer à une éventuelle implantation, à une éventuelle nidation. Voilà ici des courbes qui présentent les taux sanguins d'hormones chez une femme prenant une pilule. Ici, c'est une femme qui a pris une pilule contraceptive de type normodosé. La pilule normodosée, c'est une pilule qui contient des estrogènes, et des estrogènes qui sont avec des quantités au moins de 35 mg. Alors, quand on regarde le premier cycle, ici, là, c'est un cycle naturel. Il n'y a pas de prise de pilule normodosée à base d'estrogène ici. Donc pas de prise de pilule. Et vous avez en fait le cycle ovarien classique avec au niveau des variations d'hormones une augmentation d'estrogène en phase folliculaire, puis une augmentation de progestérone en phase lutéale, donc cycle classique. Production aussi d'estrogène par le corps jaune en phase lutéale. Et puis concernant les variations des taux sanguins d'hormones gonadotropes, vous avez cette espèce de vague de FSH qui caractérise la phase folliculaire. Donc légère augmentation puis diminution de FSH. Donc ça on l'a vu, recrutement des follicules, puis ensuite sélection des follicules par diminution de FSH. Et puis on a au milieu du cycle ce pic important de LH qui est le pic déclenchant l'ovulation. Bien, par prise quotidienne d'une pilule contraceptive normodosée à base ici uniquement d'estrogène, eh bien on va en fait exercer un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-adéno-hypophysaire, et du coup en permanence on va freiner les sécrétions d'hormones gonadotropes. Donc vous voyez, c'est une sécrétion qui est maintenue basse et constante, ce qui est tout à fait différent d'un cycle traditionnel. Et vous voyez qu'on n'a plus la vague de FSH ici, donc on va plus pouvoir mettre en place une folliculogénèse terminale, et donc du coup pas de follicules dominants qui parviennent à terme. Et puis vous voyez, il n'y a plus de pic de LH, et donc plus de pic de LH, ça veut dire plus d'ovulation. Alors les pilules, elles sont prises par exemple pendant 3 semaines, et puis il y a une semaine d'interruption, ce qui permet de priver pendant une semaine l'endomètre d'estrogènes de synthèse, et c'est ce qui permet l'obtention de pseudo-règles qui sont dues à l'interruption de la prise de pilule, et ce qui permet quand même à la femme de garder une cyclicité. Mais attention, c'est plus du tout un cycle naturel, il n'y a plus de cycle en fait ici sous pilule contraceptive. Alors finalement, on peut retenir que les pilules contraceptives, notamment combinées, c'est-à-dire estroprogestatives, sont extrêmement efficaces parce qu'elles ont 4 points d'action. D'une part, parce qu'elles freinent par rétrocontrôle négatif la sécrétion d'hormones gonadotropes, elles empêchent le pic de LH, et donc elles bloquent l'ovulation. Toujours parce qu'elles exercent un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion d'hormones gonadotropes, elles maintiennent finalement à un faible niveau et un niveau constant la sécrétion de FSH. Du coup, elles empêchent une folliculogénèse complète. Et puis, ces pilules combinées vont aussi avoir une action sur la glaire cervicale dans la mesure où il y a un progestatif ici, et elles ont aussi un effet sur l'endomètre dans la mesure
où il n'y a plus de cycle de l'endomètre. Donc du coup, elles empêchent finalement le développement normal, cyclique de la muqueuse utérine, ce qui rend la nidation impossible. Et parce qu'elles contiennent un progestatif, elles ont une action sur la glaire cervicale qu'elles rendent imperméable aux spermatozoïdes, ce qui est une façon évidemment de s'opposer au passage de spermatozoïdes vers l'utérus et vers les trompes, et donc ce qui est une façon de bloquer la fécondation. Donc par leur action de rétrocontrôle négatif, elles bloquent l'ovulation et la folliculogénèse complète, et puis par leur action sur l'appareil génital, elles s'opposent à la nidation et à la fécondation, ce qui fait de ces pilules finalement des contraceptifs extrêmement efficaces. Après vous avoir parlé du contrôle des sécrétions toniques de FSH-LH, mettant en jeu des rétrocontrôles négatifs d'origine ovarienne, je vais vous parler du contrôle des sécrétions phasiques de LH et de FSH. Vous vous rappelez que les sécrétions phasiques correspondent en fait au pic préovulatoire de FSH et de LH. Le problème à résoudre est ici le suivant. Qu'est-ce qui déclenche le pic ovulatoire de LH et de FSH? Qu'est-ce qui déclenche finalement la sécrétion phasique d'hormones gonadotropes, sachant que ce pic doit intervenir au bon moment du cycle, c'est-à-dire au moment où un follicule est prêt à ovuler, ou au moment où plusieurs follicules sont prêts à ovuler pour les espèces à polyovulation. Alors nous allons commencer par le cas le plus simple, le cas des mammifères à ovulation provoquée. Je vous rappelle, ovulation provoquée par l'accouplement, et nous allons voir que c'est un mécanisme neuro-endocrinien qui intervient ici, mettant en jeu une composante nerveuse et une composante endocrine. Alors, les espèces à ovulation provoquée sont par exemple la chatte et la lapine. Vous vous souvenez, ce ne sont pas vraiment des espèces cycliques, parce que soit il y a accouplement qui déclenche l'ovulation et on aura la formation de corps jaune et phase lutéale, soit il n'y a pas d'accouplement, et à ce moment-là, il n'y a pas de phase lutéale. Donc on ne peut pas parler vraiment d'espèces cycliques. Alors le mécanisme est le suivant. Bien, chez ces espèces, dans l'ovaire, il va y avoir croissance de follicules sous l'influence des hormones gonadotropes, et notamment, certains follicules vont atteindre leur stade terminal. Ce sont les follicules dominants qui vont produire, vous vous rappelez, de plus en plus d'estrogène. Et donc la conséquence, c'est qu'on a une montée d'estrogène. Et ces forts taux d'estrogène vont provoquer un comportement d'estrus, comportement de chaleur, c'est-à-dire une réceptivité de la femelle vis-à-vis du mâle, un comportement d'acceptation du mâle. Et donc il y a chaleur, comme ça ici chez l'animal, et cet estrus comportemental va être suivi, si un mâle est présent, par un accouplement. Alors c'est cet accouplement, en fait, nous avions vu, qui déclenche l'ovulation, et nous allons expliquer pourquoi l'accouplement déclenche l'ovulation, pourquoi l'accouplement déclenche en fait le pic préovulatoire de LH. Alors il s'agit d'un réflexe neuro-hormonal à point de départ qui est l'accouplement. Lors de l'accouplement, il y a stimulation de mécanorécepteurs, notamment du col de l'utérus par le pénis du mâle. Et pendant cet accouplement, il y a donc genèse de messages nerveux sensitifs au niveau de ces récepteurs. Et ces messages nerveux sensitifs vont, par le biais de la moelle épinière, être propagés vers le cerveau, et notamment ces messages nerveux sensitifs vont atteindre l'hypothalamus. Et l'hypothalamus va répondre par une décharge de GnRH. Et c'est cette décharge de GnRH qui va provoquer la décharge d'hormones gonadotropes, c'est-à-dire le pic de LH et de FSH, et c'est ce pic de LH, vous vous rappelez, qui déclenche ensuite l'ovulation. On est donc en présence d'un réflexe neuro-hormonal, voie nerveuse par les messages nerveux sensitifs, mais qui aboutit à la libération d'une hormone à forte concentration qui est la LH. Ce réflexe neuro-hormonal assure finalement une ovulation au bon moment, c'est-à-dire au moment où la femelle possède dans son ovaire un ou des follicules mûrs. Et donc finalement, c'est la montée d'estrogène due à la croissance finale des follicules dominants qui déclenche le comportement d'acceptation du mâle,
Et c'est ce comportement d'acceptation du mal qui du coup permet l'accouplement et la réalisation de ce réflexe neuro-hormonal, aboutissant finalement au pic de LH et donc à l'ovulation. On peut dire que grâce à ce mécanisme, il y a une véritable synchronisation entre deux événements qui concernent deux territoires tout à fait différents du corps. Synchronisation entre la maturation folliculaire qui se réalise dans l'ovaire et le pic de LH, le pic ovulatoire de LH, qui est un événement caractérisant l'adéno-hypophyse. Alors je vais vous parler maintenant du cas des animaux à ovulation spontanée. Et nous allons parler d'un autre rétrocontrôle, qui est le rétrocontrôle positif exercé par les estrogènes. Alors en effet, dans toutes les espèces dont je vais vous parler ici, le pic ovulatoire d'hormones gonadotropes va résulter à la fois de deux phénomènes, une augmentation de la sécrétion de GnRH qui précède la décharge de LH, mais aussi une commande ovarienne, et cette commande ovarienne sur laquelle on va insister, qui va correspondre, vous allez voir, à un rétrocontrôle positif d'origine ovarienne. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer dans ce paragraphe qu'un pic d'estradiol est nécessaire à l'ovulation. En effet, dans toutes les espèces cycliques, donc soit cycle menstruel comme chez la femme, ou cycle estrien comme chez la rate ou chez la brebis, on a une montée d'estrogène lors de la phase folliculaire. Notamment ici, je vous rappelle, cette montée importante d'estrogène lors de la seconde semaine de la phase folliculaire avec un pic d'estrogène au moment où le follicule dominant est arrivé à terme chez la femme. Mais on peut revoir ici les courbes d'évolution d'hormones au cours du cycle estrien de la rate. Et je vous rappelle que pendant le proestrus, on a une forte augmentation d'estrogène aussi, aboutissant à un maximum d'estrogène vers le milieu du proestrus. Là encore, c'est une des conséquences de la maturation finale de follicules dominants. Je vous remontre aussi ici les profils hormonaux au cours du cycle estrien de la brebis. Et là encore, avant la période ovulatoire, qui serait ici pointé à 0, on a un pic d'estradiol qui est un pic qui a lieu en phase folliculaire et qui traduit aussi la maturation d'un follicule dominant. Et vous voyez qu'au cours de chaque cycle, on a chaque fois ce pic d'estradiol chez la brebis. Alors, chez ces espèces, si on injecte en fin de phase folliculaire des anticorps anti-estradiol, et bien pour toutes ces espèces, on n'aura plus de pic préovulatoire d'hormones gonadotropes. C'est-à-dire que cette expérience démontre que c'est le pic d'estradiol qui déclenche le pic de FSH et de LH. Et donc on retient, par exemple ici sur ce schéma du déclenchement de l'ovulation, que c'est l'estradiol produit par le follicule en croissance terminale qui exerce cette fois un rétrocontrôle positif aboutissant à provoquer le pic de LH et de FSH, c'est-à-dire aboutissant à provoquer la décharge ovulante d'hormones gonadotropes. Et c'est ici ce rétrocontrôle positif qu'on va avoir l'occasion de traiter ensemble. Je vous montre ici, au cours du cycle estrien de la rate, on a une montée d'estrogène à peu près au milieu du proestrus, et c'est cette montée d'estrogène qui va déclencher ici le pic de LH et aussi le premier pic de FSH qui a lieu au début de l'après-midi du proestrus. Et je vous rappelle que chez la rate, il y a un deuxième pic de FSH au moment de l'estrus. Alors ce deuxième pic de FSH n'a pas pour origine un rétrocontrôle positif, il a une autre origine. En effet, chez la rate, juste après l'ovulation, il y a une chute d'inhibine ici, qui est liée au fait que le follicule ou les follicules dominants sont arrivés à terme et se sont rompus. Donc il y a une diminution de la production d'inhibine, et vous rappelez que l'inhibine exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH, et c'est la perte finalement brutale de cet inhibiteur qui est l'inhibine
sur la sécrétion de FSH, qui explique ce second pic de FSH, lequel second pic de FSH va stimuler la maturation de follicules qui ovuleront au cycle suivant. Alors, on va revenir sur le rétrocontrôle positif exercé par l'estradiol en reprenant ici les courbes des taux sanguins chez la femme. Et bien finalement, c'est le pic de 2 précédant l'ovulation qui en quelque sorte permet d'informer les cellules gonadotropes que le follicule dominant est arrivé à maturation. Et finalement, c'est le pic d'estradiol qui déclenche par rétroaction positive la décharge ovulante de LH et de FSH. Et finalement, on n'est plus dans un rétrocontrôle négatif, ici on est dans un rétrocontrôle positif. C'est d'ailleurs le seul moment du cycle où le rétrocontrôle positif exercé par l'ovaire est positif, puisque en phase folliculaire, c'était un rétrocontrôle négatif, exercé notamment par les estrogènes, par l'inhibine. En phase lutéale, c'était un rétrocontrôle négatif, exercé par la progestérone, les estrogènes, mais aussi l'inhibine. Mais au moment de cette période qui précède de peu l'ovulation, on a pour la première fois du cycle un rétrocontrôle positif exercé par les estrogènes ovariens sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et c'est ce rétrocontrôle positif qui explique la décharge de FSH et de LH, et donc qui va provoquer le mécanisme d'ovulation. Alors nous allons voir que 3 conditions sont nécessaires pour que l'estradiol puisse exercer ce rétrocontrôle positif. Et si l'une seule de ces 3 conditions n'est pas remplie, si l'une de ces 3 conditions n'est pas réalisée, et bien à ce moment-là, le rétrocontrôle exercé par les estrogènes sera non plus positif, mais négatif, c'est-à-dire ce sera un frein sur la sécrétion d'hormones gonadotropes. Donc 3 conditions très importantes. Première condition, c'est ce que j'appellerais une condition quantitative. Et on va reprendre une expérience qu'on avait commencé à interpréter tout à l'heure chez la guenon ayant subi une double ovariectomie, donc une guenon qui n'a pas d'ovaire. Tout à l'heure, on avait injecté entre T0 et T1 des quantités modestes d'estradiol, et on a vu que ces quantités de 60 picogrammes par millilitre induisaient une diminution de la sécrétion de LH. Ça, c'était le rétrocontrôle négatif exercé par l'estradiol. Mais à partir du temps de T1, si on administre à cette guenon castrée des doses cette fois fortes d'estradiol, ici vous voyez qu'on va multiplier quasiment par 10 la concentration d'estradiol dans le plasma de cette guenon, et bien à ce moment-là, on voit qu'on induit non pas une diminution de la sécrétion de LH, mais au contraire une augmentation, un pic de sécrétion de LH. Ça, c'est une démonstration que c'est un effet de dose qui inverse finalement le signe du rétrocontrôle. Il faut que l'estradiol sanguin soit présent à une concentration suffisante, à une concentration supérieure à un certain seuil. Et par exemple ici chez la femme, eh bien, il faut que la concentration d'estradiol atteigne une valeur seuil de l'ordre de 300 picogrammes par millilitre. Notez que cette concentration correspond finalement aussi à une taille du follicule dominant. C'est parce que le follicule est arrivé à cette taille qu'il produit cette quantité d'estradiol et que le seuil du taux sanguin d'estradiol est atteint. Donc condition quantitative, il faut que l'estradiol soit à une quantité relativement importante, qu'il soit dans le sang à un taux qui est supérieur à une certaine valeur seuil. La deuxième condition, c'est ce que j'appellerais la condition temporelle. La condition temporelle, c'est-à-dire que l'estradiol doit agir en fait pendant plusieurs heures. C'est en fait le temps qui sépare le pic de 2 du pic de FSH-LH. Et donc il faudra plusieurs heures, alors ça dépend des espèces, ça peut être aux alentours de 1 jour chez la femme, ça peut être 12 heures par exemple chez la rate, mais il faut un intervalle de temps entre le pic de 2 et finalement le déclenchement du pic ovulatoire de LH. Donc condition temporelle. Et la troisième condition, c'est une condition qui concerne la progestérone. En effet,
la concentration de progestérone, vous voyez, au moment du pic de E2, est très faible, hein, relativement faible. Il y a très peu de progestérone à ce moment-là du cycle. Et on a noté que pour que le rétrocontrôle positif de l'estradiol puisse s'exercer, il faut surtout que la concentration de progestérone ne soit pas forte, hein. Il faut que les concentrations de progestérone soient faibles pour que le rétrocontrôle positif exercé par l'estradiol puisse se manifester. Et je vais vous montrer justement que des concentrations élevées de progestérone vont bloquer le rétrocontrôle positif exercé par l'estradiol. Et j'ai choisi ici 3 situations particulières chez la femme. Première situation, ce sont des femmes qui prennent des pilules contraceptives combinées, c'est-à-dire estroprogestatives. Eh bien, ici, les pilules contraceptives estroprogestatives contiennent un progestatif en concentration relativement élevée, et ces progestatifs en concentration relativement élevée vont en fait bloquer, empêcher l'effet positif d'une éventuelle montée d'estrogène qui serait due à une éventuelle maturation folliculaire. Donc même si malgré les blocages qu'on a vus tout à l'heure, un follicule avait échappé finalement à ce frein de la croissance folliculaire et qu'un follicule ait subi une maturation folliculaire, et bien du coup il produirait une quantité de 2 atteignant le seuil déclencheur du rétrocontrôle positif. On pourrait avoir donc les conditions temporelles et les conditions quantitatives qui sont présentes, mais parce qu'il y a un progestatif en concentration relativement élevée, et bien du coup le progestagène empêche la possibilité d'un rétrocontrôle positif, empêche finalement la décharge ovulante d'hormones gonadotropes, et du coup eh bien, empêche une ovulation possible. Donc vous voyez, un premier cas de figure où même si l'estradiol était finalement en concentration suffisante, il ne pourrait pas exercer son action de rétrocontrôle positif sur la sécrétion de LH. Le deuxième exemple que j'ai choisi ici, c'est chez la femme au cours de la phase lutéale, notamment au cours de la phase de croissance, de maturation, de développement du corps jaune cyclique. Eh bien, chez la femme, le corps jaune produit des quantités importantes d'estradiol pendant cette phase lutéale, et on va donc avoir à un moment donné un taux élevé d'estradiol, et du coup les conditions à la fois quantitatives mais aussi conditions temporelles peuvent être finalement présentes. Donc vous voyez ici on a une augmentation des concentrations d'estradiol et on peut imaginer que cet estradiol puisse à un moment donné atteindre un seuil, pourquoi pas, aux alentours de 300 picogrammes ml, et le temps et la quantité pourraient, pourquoi pas, entraîner un pic de LH. Mais souvenons-nous, le corps jaune produit aussi des quantités élevées de progestérone ici. Et en raison du taux élevé de progestérone en phase lutéale, eh bien on va avoir une inhibition de l'action rétroactive positive possible de l'estradiol. Et donc même si l'estradiol atteint un seuil suffisant ici chez la femme en phase lutéale, eh bien les fortes concentrations de progestérone vont empêcher finalement la survenue possible d'un pic de LH, et donc pendant toute la phase lutéale, on est toujours en sécrétion tonique et non pas en sécrétion phasique d'hormones gonadotropes. La troisième situation dont j'ai choisi de vous parler, c'est pendant la gestation chez la femme. En effet, voilà ici un cycle classique avec estrogène en phase folliculaire, progestérone en phase lutéale, puis la survenue des règles. Et puis ici, au cours du second cycle, on a toujours évolution classique des estrogènes en phase folliculaire, mais en phase lutéale, on va avoir progressivement une montée à la fois de l'hormone progestérone, ici en bleu, et de l'estradiol, ici en vert. On aura aussi, on y reviendra dans le prochain chapitre, une augmentation d'une autre hormone gonadotrope qui est ici chez la femme HCG. Alors finalement, pendant la gestation, il y a une augmentation du taux d'estradiol. Cette augmentation des taux d'estradiol s'explique en fait par le développement
notamment placentaires, et c'est le placenta qui produit en fait ces quantités croissantes d'estradiol. Et ça veut dire qu'au cours de la grossesse, eh bien, on va avoir à un moment donné la condition quantitative et la condition temporelle qui vont être toutes les deux présentes, et on pourrait à ce moment-là avoir un pic de LH pendant la gestation. Mais le placenta produit aussi de forts taux de progestérone, et ce sont ces forts taux de progestérone qui finalement empêchent pendant toute la gestation la survenue possible d'un pic de LH. Et donc pendant toute la gestation, on est toujours avec un rétrocontrôle négatif exercé par les hormones ovariennes, et on a donc toujours une sécrétion tonique d'hormones gonadotropes. Quelques mots sur les conséquences du rétrocontrôle positif exercé par l'estradiol, à condition que les trois conditions soient respectées. Eh bien, ce rétrocontrôle positif exercé par l'estradiol va être responsable de la libération des réserves d'hormones gonadotropes qui s'étaient accumulées dans les cellules gonadotropes dans la phase précédant l'ovulation. Et donc on a tout d'un coup une décharge d'hormones gonadotropes très importante, et c'est ce qui finalement explique la sécrétion phasique d'hormones gonadotropes au moment de cette période qui précède de peu l'ovulation. Vous voyez ici, l'estradiol à forte concentration va finalement déclencher cette sécrétion phasique de LH et de FSH, et cette sécrétion, on l'a dit, de FSH et de LH va déclencher ensuite le mécanisme d'ovulation. Donc on reprend ici ce schéma sur l'ovulation. On a finalement la chronologie suivante. Sous l'influence de l'axe gonadotrope, il y a une croissance folliculaire, notamment l'influence de FSH, LH sur les cellules folliculaires et les cellules à tech interne. On a donc une élévation de l'estradiol, l'estradiol en quantité suffisante, l'estradiol avec une durée d'action suffisante, et l'estradiol en l'absence de concentration forte de progestérone va exercer un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-adéno-hypophysaire, ce qui déclenche le pic de LH, et ce qui du coup a pour conséquence l'expulsion par l'ovaire de l'ovocyte 2. On peut revoir ici, au cours du cycle estrien de la rate, toujours cette chronologie des événements. Le pic de 2 au milieu du proestrus va déclencher le pic de LH qui a lieu en début d'après-midi du proestrus. Et de même, chez la brebis, le pic de 2 qui précède l'ovulation va déclencher, ici à J0, le pic de LH et aussi le pic de FSH. Nous allons voir les deux niveaux de rétroaction positive de l'estradiol. En effet, si les trois conditions sont remplies, l'estradiol va exercer cet effet positif, d'une part, au niveau de l'hypothalamus. Donc, premier effet important, au niveau de l'hypothalamus, c'est par exemple un niveau d'action essentiel chez la rate. Alors, on a montré en fait que l'estradiol augmenter la sécrétion de GnRH, il augmente la fréquence et l'amplitude des décharges de GnRH, et notamment cet effet de l'estradiol positif est un effet qui se fait par la levée de l'inhibition qu'exerçaient les neurones à bêta-endorphine, donc les neurones à opiacés, de l'hypothalamus, les neurones du noyau arqué, qui contrôlent, qui freinent normalement les neurones à GnRH. Donc normalement ces neurones à bêta-endorphine freinent les neurones à GnRH, et sous l'influence de ces fortes concentrations d'estradiol, eh bien, il y a inhibition des neurones à bêta-endorphine, et du coup les neurones à GnRH sont déréprimés et vont produire une quantité importante de GnRH. Le deuxième site d'action important de l'estradiol est le site adéno-hypophysaire. L'estradiol peut aussi agir dans les cellules gonadotropes. On a montré que chez la brebis, l'estradiol avait à la fois un effet sur l'hypothalamus et sur l'adéno-hypophyse. Donc il y a des petites variantes après en fonction des espèces. Chez les primates, la rétroaction positive exercée par l'estradiol est essentiellement à un niveau
adéno-hypophysaire. Et l'action sur l'hypothalamus est accessoire chez les primates. Alors, sur l'adéno-hypophyse, l'estradiol va augmenter la synthèse et la sécrétion de la LH, et notamment l'estradiol va augmenter la transcription du gène qui code pour la sous-unité bêta de la LH, c'est-à-dire la sous-unité spécifique de cette hormone gonadotrope. Et probablement aussi que l'estradiol va augmenter au niveau des cellules gonadotropes le nombre de récepteurs à la GnRH, et donc rendre ces cellules plus sensibles à la commande que représente cette neurohormone GnRH. Après vous avoir parlé des différentes modalités du rétrocontrôle positif exercé par l'estradiol, je vais essayer de vous expliquer pourquoi chez la rate l'ovulation se fait à 2 heures ou 3 heures du matin, c'est-à-dire un moment précis et en période nocturne, et nous allons voir en fait l'existence d'un rythme circadien de sécrétion phasique, c'est-à-dire de pic de LH chez la rate. Alors la rate, c'est un rongeur nocturne, et les rencontres potentielles avec un mâle ne pourront se produire qu'au cours de la nuit. Et cette pression sélective a conduit au développement d'un cycle estrien qui est assujetti au meilleur indicateur temporel externe qui soit, à savoir l'alternance régulière jour-nuit. Je vous ai déjà parlé de l'influence de la photopériode dans le contrôle de l'axe gonadotrope, aussi bien chez le mâle que chez la femelle de mammifères. Alors chez la rate, la sécrétion phasique de LH, c'est-à-dire le pic de LH, sous l'influence du rétrocontrôle positif exercé par l'estradiol, ce pic de LH a lieu le jour du proestrus, et il est précisément programmé de façon à se produire environ 6 heures avant l'installation de l'obscurité. Donc c'est un pic qui a lieu en début d'après-midi du proestrus. Cette programmation du pic de LH détermine la survenue de l'ovulation. Environ 12 heures plus tard, l'ovulation se fait à peu près à 2 ou 3 heures du matin, le jour de l'estrus. C'est-à-dire 2 ou 3 heures du matin le jour de l'estrus, c'est-à-dire lorsque la femelle est active en raison de ses habitudes nocturnes, et aussi lorsque la femelle manifeste son comportement d'estrus, son comportement de réceptivité sexuelle, puisque rappelez-vous, sous l'influence des estrogènes, mais aussi de la progestérone, il y a apparition des chaleurs, du comportement, vous vous rappelez, de lordose de la rate, et donc d'acceptation du mâle. Donc finalement, les chances de conception sont rendues maximales par le fait de cette ovulation qui a lieu à 2 à 3 heures du matin. Alors, une première expérience pour vous montrer l'influence de l'éclairement sur ce pic de LH, on va ici travailler sur une rate ovariectomisée, c'est-à-dire une rate sans ovaire, une rate castrée, et on va installer sous la peau de cette rate une capsule qui délivre en permanence de forts taux d'estrogène. Pourquoi? Eh bien pour que ces estrogènes puissent exercer un rétrocontrôle positif. Il n'y a plus ici l'ovaire, mais il y a des estrogènes exogènes en forte quantité. Il n'y a pas de progestérone en grande quantité, puisqu'ici il n'y a pas d'ovaire. Et donc on va avoir les 3 conditions respectées. Conditions d'un point de vue quantitatif, conditions temporelles, et pas de quantité forte de progestérone ici. Du coup, ces estrogènes vont pouvoir exercer un rétrocontrôle positif, et donc on va pouvoir avoir chez la rate ici un pic de LH, mais ici chez ces rates, ce pic de LH va se faire chaque jour, et il va se faire chaque jour à la même heure. Donc finalement il y a un cycle ici qui est un cycle de type circadien, circa ça veut dire autour, approximativement, et dia le jour, un cycle de sécrétion phasique de LH qui a une périodicité d'environ 24 heures. Alors ici, en quelque sorte, si on reprend
la rate normale, ben, le pic de LH, il n'a pas lieu tous les jours du cycle, hein. Il a lieu uniquement le jour du proestrus. Pourquoi? Ben, il a lieu uniquement au cours d'un cycle normal, au moment où les taux d'estrogène endogènes atteignent le seuil, c'est-à-dire au moment où des follicules dominants sont arrivés à terme. Et donc en quelque sorte, on peut dire que l'ovaire choisit le jour du pic de LH, et donc finalement le jour de l'ovulation, en contrôlant le taux sanguin d'estrogène, puisque c'est finalement la croissance des follicules matures qui, en atteignant une concentration seuil, permettront l'apparition d'un pic de LH le jour du proestrus. Mais évidemment, si l'estradiol était en forte quantité un autre jour du cycle, ben, on aurait un pic de LH aussi un autre jour du cycle, et toujours exactement finalement à la même heure. Donc c'est une horloge biologique, finalement, une horloge cérébrale, une horloge neurologique qui détermine la période de sensibilité au rétrocontrôle positif exercé par les estrogènes ovariens. Et cette horloge neurologique détermine donc le moment exact de la journée où le pic de LH se produira, c'est-à-dire finalement détermine le moment précis où l'ovulation aura lieu, ovulation qui se fait normalement à 2-3 heures du matin. Donc vous voyez, finalement ce pic de LH, il est sous double contrôle en quelque sorte, d'une part sous le contrôle ovarien par le biais des forts taux d'estrogène produits par les follicules ovariens, mais aussi sous le contrôle d'une horloge neurologique qui probablement contrôle les neurones en GnRH qui contrôlent ce pic de LH. Alors on va regarder une deuxième expérience ici qui est une expérience de renversement de l'alternance clarté-obscurité. Donc on inverse ici les conditions de photopériode. Ben, en gros, pendant la journée, la rate est placée dans un environnement obscur, et ensuite pendant la nuit, elle est placée dans un environnement qui est éclairé. Donc on a complètement inversé l'alternance jour-nuit de l'animal. Et à ce moment-là, on observe au cours du cycle estrien qu'il y a toujours un pic de LH qui déclenche l'ovulation au cours d'un cycle normal, mais ce pic de LH est décalé de 12 heures. Donc on a un décalage de 12 heures dans la programmation de la phase de sensibilité au rétrocontrôle positif exercé par les estrogènes. On a donc un décalage de 12 heures du pic de LH. Le pic de LH il va se faire cette fois plutôt à 2-3 heures du matin, et l'ovulation elle aura lieu 12 heures après, c'est-à-dire 2 à 3 heures de l'après-midi cette fois. Donc ça montre bien le rôle essentiel de l'information photopériodique dans le réglage de l'horloge neurologique qui contrôle elle-même finalement le pic de LH. Alors on va voir une troisième expérience ici, toujours chez une rate ovariectomisée, mais qui est placée cette fois dans des conditions soit d'obscurité permanente, soit des conditions de clarté permanente. Et chez cette rate, on va lui placer toujours une capsule sous-cutanée délivrant un taux élevé d'estrogène, toujours pour se mettre dans des conditions où l'estradiol exerce un rétrocontrôle positif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et bien, en clarté constante ou en obscurité constante, les pics journaliers de LH vont se poursuivre, comme on l'avait observé tout à l'heure chez la rate ovariectomisée mais placée dans une photopériode naturelle, classique. Et donc ces pics journaliers de LH continuent de se poursuivre chaque jour, parce que ici, je vous rappelle, on est dans un climat estrogénique qui est favorable à un rétrocontrôle positif. Donc cette expérience montre que le mécanisme de réglage temporel constitue finalement une horloge biologique, mais une horloge biologique auto-entretenue, c'est-à-dire qu'il y a un rythme interne ici. On parle parfois d'oscillateur central, et finalement, dans ces conditions constantes, donc où il n'y a pas de photopériode, où il y a une clarté ou une obscurité constante, eh bien on peut dire que cet oscillateur central,
cette horloge biologique est finalement en quelque sorte en course libre, on dit en libre cours, c'est-à-dire que bon, elle est indépendante de l'environnement photopériodique, et du coup le rythme aussi contrôlé par cet oscillateur est en quelque sorte en course libre, en libre cours, et on peut définir finalement l'existence d'un véritable rythme circadien, donc rythme circadien de cette horloge biologique qui se traduit finalement par un rythme circadien de sécrétion phasique de LH. Mais encore une fois, c'est seulement parce qu'un jour sur 4, il y a des taux suffisants d'estrogène que cette sécrétion phasique de LH s'exprime. Alors le système circadien dont je viens de vous parler contrôle en fait de nombreux autres rythmes, rythmes comportementaux, rythmes endocriniens, et ces rythmes circadiens sont en fait sous le contrôle effectivement d'une horloge biologique interne, d'un oscillateur central, qui est en fait le noyau suprachiasmatique, qui est un noyau situé dans l'hypothalamus plutôt antérieur, et qui est une zone de groupement de corps cellulaires de neurones qui sont situés en fait juste au-dessus du chiasma optique, qui est un point de croisement des voies nerveuses venant de la rétine. Alors, ce noyau suprachiasmatique, c'est en quelque sorte une horloge biologique interne qui est capable de fournir un signal circadien, même s'il se trouve isolé finalement du reste du cerveau et isolé du reste des influences environnementales, mais la photopériode influence l'activité de cette horloge biologique par une voie dont je vous ai déjà parlé, qui est une voie qui conduit directement les informations nerveuses d'origine rétinienne, donc d'origine finalement lumineuse, vers le noyau suprachiasmatique. Nous avons terminé cette vidéo et ce chapitre consacré à la physiologie de la femelle cyclique. Je vous avais, dans la conclusion sur l'activité du mâle, montré l'importance de la dualité du chiffre 2. Là, je voulais insister sur l'importance du chiffre 3 dans cette synthèse sur la physiologie de la femelle cyclique. L'ovaire, finalement, a trois fonctions qui sont des fonctions, toutes des fonctions évolutives, des fonctions progressives. La fonction de gamétogénèse, vous vous rappelez que dès la vie fétale, il y a un gamète qui est en formation, en maturation, en méiose, vous vous rappelez, interrompu, discontinu. Je vous ai montré aussi que dans l'ovaire, il y a un processus de folliculogénèse qui commence très tôt au niveau de la vie embryonnaire et qui va subir au cours de chaque phase folliculaire un achèvement pour en tout cas un ou quelques follicules dominants. Et puis je vous ai montré aussi l'existence d'un phénomène de stéroïdogénèse, d'un processus de fabrication des hormones stéroïdes. Et ces trois processus sont des processus évolutifs. Donc on est à chaque moment à une étape clé de ces processus. On va être au stade par exemple de l'ovocyte 1, on va être par exemple au stade du follicule secondaire, on va être par exemple au stade folliculaire où le follicule produit plutôt des estrogènes. Donc différents stades évolutifs, et ces trois fonctions de l'ovaire sont superposées, ce qui rend les choses complexes. Donc par exemple, dans un follicule primordial, on a un ovocyte qui va être bloqué en prophase 1, et dans un follicule mature, on a un ovocyte qui va finir sa première division de méiose et qui va avoir une production importante d'estrogène. Donc ces trois fonctions sont en évolution permanente, sont superposées, et ces trois fonctions sont soumises en permanence à un contrôle complexe qui est un triple contrôle, donc toujours le chiffre 3, et je vais vous rappeler quels sont ces trois contrôles. Alors le premier contrôle, le contrôle essentiel, c'est ce que j'appellerais le contrôle central, c'est-à-dire celui qui met en jeu le système nerveux central, l'hypothalamus, l'adénohypophyse. C'est ce que j'ai appelé l'axe gonadotrope, avec, vous vous rappelez, la GnRH qui active les sécrétions d'hormones gonadotropes par l'adénohypophyse, lesquelles hormones gonadotropes contrôlent les différentes activités ovariennes. Ce contrôle central, il est associé aussi à un rétrocontrôle,
puisqu'il existe des rétrocontrôles endocrines exercés par les hormones ovariennes et qui vont finalement influencer les sécrétions de GnRH et de FSH-LH, ces rétrocontrôles endocrines sont surtout inhibiteurs en phase folliculaire, en phase lutéale, et sont activateurs, sont positifs, c'est le cas des estrogènes, au moment de la période qui précède juste l'ovulation. Donc contrôle central très important, avec un axe gonadotrope et un retour de l'ovaire vers le cerveau par les hormones ovariennes. Le deuxième contrôle, qui est original, qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir dans les contrôles de l'activité testiculaire, est le contrôle périphérique, c'est-à-dire un contrôle par des organes périphériques. Alors on a vu que l'ovaire contrôlait des organes périphériques, l'ovaire contrôle le cycle de l'utérus par exemple, contrôle le cycle vaginal, mais il existe aussi une sorte de retour, c'est-à-dire des organes périphériques peuvent contrôler l'activité ovarienne. Et je vous ai montré par exemple dans ce chapitre que chez la brebis, l'utérus contrôler la lutéolyse, c'est lui en fait qui déclenche la régression du corps jaune cyclique de la brebis en produisant la prostaglandine PGF2-alpha qui vient en quelque sorte induire la régression du corps jaune cyclique. Là c'était une influence de l'utérus sur l'ovaire. Donc l'ovaire contrôle l'utérus par le biais des hormones ovariennes. L'ovaire détermine le cycle utérin par les hormones ovariennes, mais l'utérus peut aussi en retour contrôler l'activité ovarienne en par exemple induisant la lutéolyse chez la brebis. On a vu que chez la femme, la lutéolyse est un processus intra-ovarien et qui ne mettait pas en jeu un déclencheur par l'utérus. Il y a un autre contrôle périphérique dont je vous ai parlé un petit peu. Chez la rate, je vous ai dit que pendant la gestation, les corps jaunes de gestation étaient maintenus par des hormones placentaires. Donc le placenta, c'est une sorte d'organe périphérique qui, par le biais d'hormones, va contrôler certaines activités de l'ovaire, notamment va maintenir le corps jaune. Et j'aurai l'occasion dans le prochain chapitre consacré à la gestation de vous parler du rôle essentiel du placenta, notamment de son rôle endocrine, de son rôle de production d'hormones, maintenant par exemple les corps jaunes de gestation. Et puis le troisième contrôle important, c'est un contrôle local intra-ovarien, exactement comme nous avions vu dans le testicule un contrôle local intratesticulaire. C'est un contrôle qui met en jeu une sorte de dialogue entre les cellules folliculaires, un dialogue entre les cellules de la granulosa et les cellules de la thèque interne, et on a vu que ces contrôles mettaient en jeu des facteurs paracrines, autocrines, voire intracrines. Et je vous ai parlé notamment de l'estradiol, avec des effets prolifératifs au niveau de la granulosa. Je vous ai parlé des IGF, des somatomédines, qui sont des facteurs de croissance à effets locaux, paracrine, autocrine. Je vous ai parlé aussi de l'inhibine, qui avait des effets locaux dans l'ovaire. Donc toujours cette espèce de réseau local de facteurs dans l'ovaire, mais placé toujours sous le contrôle central des hormones gonadotropes. Et puis, je voulais terminer cette vidéo avec encore le chiffre 3, les 3 étapes du cycle ovarien. On a tendance à réduire le cycle ovarien à 2 étapes en disant il y a la phase folliculaire et la phase lutéale. Non, en fait, on peut considérer qu'il y a véritablement 3 phases, véritablement 3 étapes dans un cycle ovarien. Vous avez la phase folliculaire, avec maturation finale de follicules, qui conduit à l'ovulation et qui conduit donc finalement à une possibilité de fécondation. Fécondation qu'on traitera, vous verrez, dans le prochain chapitre. Après, on peut considérer que l'ovulation, c'est une étape à part entière, un événement à part entière, avec des processus que je vous ai décrits, des processus enzymatiques, des processus mécaniques, et un contrôle important par le pic de LH. Et on a vu notamment dans cette vidéo l'existence d'un rétrocontrôle particulier au moment de ces phénomènes d'ovulation, qui est le rétrocontrôle positif exercé par l'estradiol. Et puis la troisième grande étape du cycle ovarien, c'est la phase lutéale, qui est la phase où un corps jaune est présent, qui est une phase qui en quelque sorte prépare à la gestation, et en cas de fécondation, cette phase lutéale va se prolonger, et cette prolongation d'une phase lutéale constitue
la gestation, gestation que nous aurons l'occasion d'étudier dans le 6e chapitre de physiologie animale, qui est un chapitre consacré à la gestation, mais aussi à la lactation chez les mammifères. Et nous verrons dans la prochaine vidéo, dans la première partie du chapitre 6, les différentes étapes du processus de fécondation, c'est-à-dire d'union d'un gamète femelle, ovocyte 2, et d'un gamète mâle, spermatozoïde. Et puis la formation de l'œuf va conduire progressivement à la formation d'un blastocyste qui sera implantable, et je vous présenterai aussi les mécanismes de formation du blastocyste dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et vous retrouve avec plaisir pour la prochaine vidéo qui permettra de poursuivre avec vous l'étude de la physiologie animale et notamment de la physiologie de la reproduction des mammifères.